Second Couteau, c'est le podcast qui met dans la lumière les gens de l'ombre. Qu'ils soient seconds, adjoints, assistants ou en coulisses, nous faisons découvrir leurs expériences et leurs aspirations. Aujourd'hui, nous recevons Julia Pavlovich. Julia est éditrice à l'Iconoclaste. Elle a notamment publié en 2018 La vraie vie, le premier roman d'Adeline Dieudonné qui a été couronné de nombreux prix littéraires. Dans cet épisode, nous avons parlé des multiples vies de Julia qui l'ont menée de l'urbanisme à l'édition, de ses moteurs, de son rapport intime presque vital à l'écriture, et aussi du couple auteur-éditeur, de l'importance du collectif et de l'empathie. J'étais chez moi sur mon balcon, mes enfants étaient couchés depuis peu, et puis mon téléphone faisait que vibrer, et j'étais à boire un déca et à me dire mais mon Dieu, on peut pas me laisser peinard 2 secondes. Et je suis allée voir, il y avait que des bravos, des smileys avec des bouteilles de champagne. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe, ils sont délirants. Puis alors il y avait le boulot, il y avait les copains, il y avait la famille, donc au bout d'un moment j'ai rappelé une première personne qui m'a dit mais voilà, on est sur la première liste du prix Renaudot. Et ouais, le sol s'est un peu ouvert sous mes pieds, je dois dire, parce que je n'y comptais pas. Les prix littéraires, c'est pas quelque chose auquel on pense en priorité, surtout pas quand on publie. C'est un bonus, voilà, c'est un cadeau en plus. Et puis La vraie vie, c'est un premier roman. C'est un premier roman qui avait été fait de manière extrêmement discrète. Vraiment de manière surprenante puisque quelques semaines plus tôt, quelques mois plus tôt, à peine 3-4 mois, j'avais reçu une première nouvelle qui était une longue nouvelle et qui s'appelait Valse et sur laquelle j'avais travaillé sans contrat avec une jeune autrice qui était en Belgique. On travaillait par téléphone le soir quand l'une et l'autre avions couché nos enfants, bien souvent tard. C'était en pleine période de trachéite et de bronchite d'enfants et donc on travaillait bien souvent de 22h à minuit ou 1h du matin par téléphone. Et puis on se relevait plutôt l'une et l'autre avant le réveil des enfants et avant de partir au boulot pour réfléchir à ce projet qui effectivement était un peu incertain parce qu'on ne s'était jamais vu, mais j'avais le sentiment qu'en tout cas il y avait une écriture particulière. J'avais le sentiment que mon regard s'était déplacé en travaillant ailleurs avec une autrice qui ne vivait pas en France. C'était ce que je voulais faire, déplacer mon regard de lectrice, lire des choses différentes. Moi j'ai un rapport assez particulier avec ce qu'on appelle la littérature blanche traditionnelle en France, que je trouve bien souvent beaucoup trop ennuyeuse. Je voulais une littérature plus surprenante, plus singulière, plus vivante en fait, tout simplement. Et cette annonce de notre présence, en tout cas de la présence d'Adeline sur la première liste du prix Renaudot a été un moment, oui, exceptionnel. Mais des moments exceptionnels, il y en a pour chaque livre. Il y en a à chaque fois qu'un fichier de bon à tirer part à l'imprimerie. Il y en a à chaque fois qu'on se retrouve à l'imprimerie avec les techniciens qui sortent les premières pages et les couvertures. Il y en a à chaque fois qu'on a de magnifiques retours de lecture. Il y a des moments exceptionnels. Il y en a à chaque fois qu'un auteur prend pour la première fois son livre entre les mains. Voilà. Julia, vous êtes devenue éditrice vers 35 ans. Vous avez fait un changement de carrière. Vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée là ? Oui, en effet, moi, auparavant, j'étais urbaniste. Je travaillais en conseil politique auprès d'élus. J'avais déjà une carrière d'une dizaine d'années. J'avais une formation qui n'était absolument pas une formation en lettres, une formation en géographie, en urbanisme, et voilà, une formation universitaire classique. Et puis l'édition m'a rattrapée par le cou. Quand j'ai eu mes enfants, je me suis arrêtée de travailler quelque temps parce que j'ai eu 2 enfants très rapprochés. Et puis voilà, j'ai changé à ce moment-là tout simplement parce qu'un jour, il y a une idée qui a germé dans mon esprit d'un livre que j'aimerais lire. Ce sentiment-là, et ce besoin-là n'a jamais arrêté de me guider. C'est-à-dire que moi, j'imagine les livres que j'aimerais lire.
C'est une démarche très égoïste, en fait. Et je suis allée voir une maison d'édition qui s'appelait Les Arènes. Je suis allée voir le directeur éditorial des Arènes, Jean-Baptiste Bourret. Je lui ai parlé de ce livre que j'avais en tête, mais sans plus de précision, en fait. Et il m'a dit... Du coup, en tant qu'auteur? Non, en tant que rien. Enfin, en tant que rien. Il m'a dit, mais c'est une bonne idée, mais pourquoi vous l'écririez pas, vous? J'ai regardé, je lui ai dit, moi, je suis pas auteur. Et puis finalement, pourquoi pas, en fait. J'écrivais déjà plein de trucs pour des élus. J'écrivais déjà des bafouilles, des machins, des trucs, des discours qui devaient être clairs. Et puis j'avais l'habitude de prendre au plus près, de me mettre au plus près de la parole des autres pour la retranscrire. En fait, c'était mon métier. Et donc, oui, ce qui vous intéresse, c'est le travail dans l'ombre. C'était déjà mon travail, en fait, auprès des élus, auprès des habitants que j'accompagnais dans la prise de décision locale. J'étais dans des projets de participation citoyenne. J'ai toujours été, finalement, auprès de la parole des autres, voilà, pour la retranscrire. Donc, ça vient de là. Et puis auprès de l'autre, en fait, parce que moi, j'adore les rencontres, j'adore apprendre des gens. C'est des gens inspirants, les premiers livres que j'ai écrits en tant que nègre. Voilà, donc moi je suis rentrée dans l'édition par la porte des nègres. Je pense être une des meilleures portes parce que finalement c'est déjà de l'édition, c'est déjà un travail d'édition que d'écrire avec ou pour, parce qu'on a déjà un livre en tête, on a un livre à construire, on a la relation à l'auteur, on a la nécessité de penser au lecteur. Et Jean-Baptiste Bourret m'a dit quelque chose qui n'a jamais arrêté de me guider, c'est pense au lecteur. Voilà. Et ça c'est une phrase capitale dans ma formation, qui est une formation de bric et de broc, parce que j'ai aucune formation académique en édition. Il y a une formation académique en édition? Bien sûr, il y en a plein. Partout, il y a des formations académiques. Ouais. Mais vous estimez qu'il en faut une ou... Ah non, surtout pas. Ouais, je pense qu'en fait, il y a toujours eu des autodidactes dans ce métier. C'est peut-être un des derniers métiers où il y a des autodidactes. Et je pense que c'est très, très important qu'il y ait des gens qui n'aient pas de formation partout, dans plein de domaines. C'est aussi très important d'avoir une certaine formation, mais pas forcément celle pour laquelle... celle en relation avec le métier qu'on exerce, en fait. Hein. C'est important d'être formé dans la vie, formé par les lectures, formé par les rencontres, d'être structuré, d'être méthodique, d'être organisé. Voilà, à partir de là, si on sait réfléchir, si on sait penser, écrire et lire, je pense qu'on peut être éditeur. Hein. Et vous avez dit un peu plus tôt que l'édition vous a rattrapé. Ouais. Parce que vous aviez un passif avec l'édition? Ah oui, il y a un petit passif familial, hein, on va dire. Moi, je suis fille d'auteur. Ma sœur est éditrice. Ma sœur est éditrice depuis très longtemps. Elle est présidente d'un grand groupe d'édition. Voilà, moi, j'ai toujours vu mon père écrire et il a lui-même été directeur littéraire. Il y a encore un autre grand auteur dans la famille précédemment. Donc oui, j'ai baigné là-dedans avec une grande peur, une grande appréhension de l'écrit. J'ai toujours eu beaucoup de mal à faire mes rédactions à l'école. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec la lecture. Je suis une lectrice très tardive, complètement désordonnée. J'ai des lectures totalement anarchiques. Ma table de nuit doit je sais pas, il doit y avoir entre 100 et 150 livres ouverts, cornés, annotés, en bordel, de la jeunesse, de la BD, du pratique, de la cuisine, et de la littérature française, allemande, anglaise, enfin voilà. J'ai lu très tard, je lis très mal, plutôt lentement, je relis, j'oublie. C'est quoi lire très mal? Lire très mal, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a très peu de mémoire pour certaines choses. Il paraît que quand on est plutôt émotionnel et empathique, on a une autre mémoire, hein, une mémoire plus efficace qui ne fonctionne pas. Je pense que d'un point de vue neurologique, ça doit être à peu près ça mon fonctionnement. Je travaille beaucoup par l'intuition, en fait. Mais quand j'aime un truc, je m'en souviens quand même. Mais je me rappelle de ce qui m'a plu, quoi. Je suis pas quelqu'un de forcément remarquable en termes de mémoire. Donc, ouais, j'ai d'énormes lacunes en lecture. Et je pense que j'essaie de les combler, mais je me force pas non plus, quoi. Je lis ce que j'aime. Je me force et j'aime de plus en plus de choses, en fait. Parce que plus on lit, il y a des trucs qui me tombaient des mains il y a quelques années que maintenant j'adore lire, en fait.
Et dans votre formation pour devenir éditrice, vous nous direz comment vous définissez votre métier après, mais c'est justement la lecture, c'est essentiel, ça fait partie de votre formation finalement, c'est ça qui vous a formé à ce métier-là, qui continue à vous former, ou c'est complètement autre chose? Bah, c'est un métier qui nécessite de se cultiver H24 en fait. Même quand on rêve, on pense à des idées. Donc c'est des idées forcément qui font écho en nous, hein. Enfin, c'est l'édition, enfin moi telle que je la pratique, après je sais pas, il y a mille manières d'être éditeur, mais moi telle que je la pratique, c'est un système de relation d'inconscient à inconscient, quoi. C'est-à-dire que quand dans une œuvre il y a quelque chose qui résonne chez moi, c'est quelque chose qui résonne. Donc quand ça résonne, ça reste, ça brille au fond de soi. C'est quelque chose qui est obsédant. Donc en fait, moi je fonctionne par coup d'amour, par des choses qui m'impressionnent, par des choses qui reviennent, obsédantes. Je fonctionne par obsession en fait, hein. Donc évidemment sur des sujets qui me touchent très personnellement, ou alors qui sont loin de moi, mais qui m'intéressent justement parce que je suis extrêmement loin de les maîtriser. Donc c'est une démarche de connaissance, de curiosité en fait. Voilà, il y a un sujet qui m'intéresse et surtout je pense aussi aux autres, quoi. Je me dis mais peut-être que moi ça m'intéresse pas, mais il y a plein de gens autour de moi que ça intéresse, donc c'est quand même que ça doit être intéressant. Voilà. Donc je pense que la première clé c'est la curiosité et l'ouverture à ce qui se passe autour de soi, quoi. Faut ouvrir les yeux, les oreilles. Faut voir, faut entendre. C'est un truc hyper de présence en fait, de présence. Voilà. Mais c'est intéressant parce que vous dites que vous travaillez sur des choses qui vous intéressent, mais les sujets, enfin, je sais, vous allez nous expliquer, mais il me semblerait qu'ils vous arrivent, c'est pas vous qui allez les chercher. Bah non, si justement, Ah ouais? la plupart du temps, c'est moi qui vais les chercher, ouais. Comment vous les identifiez? Enfin, du coup, peut-être. Vous savez, moi, je travaille de manière assez bizarre, hein. Si vous veniez chez moi, vous seriez étonnés, mais je découpe plein de trucs, je colle des machins, j'ai des couleurs en tête, j'ai des parfums, c'est un peu un carnet de tendances, c'est un peu le mot que j'emploie, de tendances que j'essaie de capter, en fait, de capter dans le monde qui m'environne, ou au fond de moi. Enfin, c'est des intuitions et puis des regards portés sur. Donc en fait, c'est des choses qui vont venir résonner chez moi et que je vais essayer de retranscrire en projet littéraire. Donc par exemple, pour vous donner des exemples très précis, en ce moment je suis en train de travailler sur le thème des guérisseuses. Parce que je pense et j'observe qu'autour de moi il y a plein de gens qui ont recours aux thérapies alternatives, dites alternatives. Et j'ai vu qu'en librairie, il n'y avait pas des masses de littérature intéressante sur le sujet. Donc voilà, c'est des livres qui manquent déjà, des livres à proposer. C'est des propositions en fait, hein, quand on fait des livres, des propositions pour les gens. Et puis moi, ça me passionne. Hein, ça me passionne. Je me dis, mais comment ça marche? Mais qui sont ces gens qui soignent les autres? Mais pourquoi s'ils vont pas chez des médecins? Mais pourquoi? Donc ça, c'est un truc que j'ai dans la tête pendant plusieurs semaines. Et au bout d'un moment, je le formalise. C'est-à-dire, je vais chercher un auteur ou une autrice qui serait susceptible de le traiter de la manière dont moi, j'aimerais le traiter. Pour les lecteurs, encore une fois, hein, je ne pense pas qu'à moi, je pense aux gens. Quoi. Comment ils aimeraient lire ça? Qu'est-ce qui existe en librairie qui n'est pas satisfaisant? Qu'est-ce qui pourrait être différent? Qu'est-ce qui pourrait être complémentaire? Et à partir de là, par exemple, je suis allée chercher une autrice que je voulais. Je voulais que ce soit une femme, en plus, qui travaille sur le sujet des femmes qui soignent. Et c'est une ethnologue, anthropologue des émotions, une scientifique, capable de vulgarisation, parce que j'avais lu sa thèse de doctorat et je m'étais rendu compte qu'elle était capable déjà de vulgarisation, mais en même temps de proposer un livre de savoir qui soit vulgarisé. Et donc voilà, ce sera une anthropologue des émotions qui fera ce livre sur les guérisseuses. Accompagné d'une iconographie grand public, mais de grande qualité. Et voilà. D'accord, donc vous êtes à l'origine de certains livres. À l'origine, ouais, parce que à l'origine, c'est pas moi qui suis à l'origine, hein, c'est les sujets qui préexistent, hein, les sujets ou les auteurs, mais c'est-à-dire que ouais, je vais aller provoquer des choses. D'accord. Moi, je suis observatrice, et à partir de là, j'essaie d'extraire et de construire quelque chose. Donc, j'identifie et j'essaie de construire. Voilà, c'est un système d'élaboration en fait, hein. C'est une réflexion, c'est une construction.
Et puis, tout d'un coup, ça devient très concret. Voilà, il y a un contrat d'édition, il y a des auteurs au boulot, il y a du texte qui arrive. Donc, nous, derrière, on doit construire l'objet livre avec eux. Donc, l'objet, c'est évidemment la forme et le fond avec eux. C'est du débat d'idées, c'est l'approfondissement. Après, moi, j'ai une démarche très universitaire. J'ai une formation universitaire. Donc, non, c'est de l'approfondissement, c'est un travail de précision, d'argumentation. Parce qu'il faut convaincre, quoi. Il faut convaincre par la qualité de la forme et du fond. Donc voilà, oui. Puis en plus, moi, quand je suis arrivée à l'Iconoclaste, finalement, c'est une maison qui, en particulier en fiction, était jeune en fiction. Donc en fait, il n'y avait pas de fond. Donc on recevait très peu de manuscrits, il y a 4 ans encore. Aujourd'hui, ça a changé. Mais il fallait aller vers les auteurs. C'est pas eux qui venaient vers nous. Donc, il y avait une démarche très proactive, en fait. Il fallait faire des propositions. Il fallait aller voir des gens qui nous semblaient intéressants, qui nous semblaient susceptibles de proposer un ouvrage qui pouvait nous correspondre ici, qu'on était, nous, capables de défendre ici. Il y a plein de paramètres pour trouver le sujet, les auteurs. Et puis, nous, il fallait qu'on leur plaise, quoi. Il fallait qu'on soit au service d'eux. Et donc être éditeur, c'est aussi et avant tout un métier de service. Service à l'auteur, service au lecteur, service au libraire. Faut vraiment beaucoup désacraliser et démystifier la profession. On n'est pas des gens intelligents qui pensent dans leur coin et qui recevons des manuscrits. C'est vraiment très très loin d'être ça. Aujourd'hui, l'édition, c'est un métier qui se corse, qui est compliqué. Les gens achètent moins de livres. Ils écoutent plus de choses, par exemple des podcasts. Donc nous, par exemple, oui, on essaie de diversifier l'activité. On propose aussi des podcasts autour des livres. Mais c'est aussi nous qui devons aller vers les auteurs, vers les lecteurs, vers les libraires. Et bien oui, c'est aussi proposer des ouvrages dont on pense qu'ils vont avoir leur place aujourd'hui en librairie. Et comment les auteurs accueillent justement une idée qui ne serait pas la leur ? Il faut que ça soit la leur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça résonne chez eux, sinon ils ne le font pas. Il faut que ça vienne d'eux, c'est-à-dire que tout démarre par des discussions. Et moi, je ne vais pas aller voir les gens par hasard. Je vais évidemment leur parler de ce qu'ils font, leur parler de leur secteur de réflexion, de leur parler déjà de ce qu'ils ont écrit. Je vais avoir lu toute leur œuvre, je vais l'avoir étudiée, je vais l'avoir en être moi-même convaincue, puis d'être à la hauteur ou pas. Parce que si moi, je ne suis pas à la hauteur, ils ne viendront pas. Donc ça veut dire que, évidemment, c'est donnant-donnant. Donc je dois, moi, prouver aussi que je suis une interlocutrice à la hauteur pour eux. Donc ça veut dire que moi, je dois bosser à chaque fois pour me mettre au niveau de ce qu'ils font, de qui ils sont. Donc j'apprends. C'est un métier dans lequel on apprend tout le temps. Imaginez bien que les guérisseuses, j'y connais pas grand-chose. Donc voilà, je dois me mettre au niveau. Je travaille avec une anthropologue, j'ai absolument aucune idée concrètement d'un point de vue théorique de ce que c'est concrètement qu'une réflexion anthropologique. Oui, je travaille avec des romanciers qui ont leur technique de travail différente à chaque fois, qui ont leurs angoisses différentes à chaque fois, qui ont leurs exigences, qui ont des besoins concrets, théoriques. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle aventure en fait. Et ça peut vouloir dire quoi, avoir des besoins concrets ? Ça passe par quoi ? C'est très concret, c'est manger. Quand on est auteur, on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc nous, ici, à l'Iconoclaste, c'est quelque chose de très important. On a un esprit agent littéraire, éditeur, agent littéraire, c'est-à-dire qu'on entoure beaucoup les auteurs. On fait notre maximum pour que le temps de la coproduction et du co-travail avec nous, il manque de rien. On fait tout pour que le livre soit une réussite aussi, pour qu'ils puissent en tirer les bénéfices eux-mêmes, c'est leur œuvre. Donc moi, là, je parle très vite d'argent, de besoins. C'est aussi des besoins en temps, en qualité de travail. C'est des besoins en écoute, en échange. C'est des besoins de silence, trouver des résidences d'écriture en silence, pour que notamment les nanas qui écrivent, qui ont des enfants, puissent s'isoler. C'est plein de besoins différents et donc il faut répondre à ça. Donc il y a répondre à leurs besoins, mais dans l'interaction au quotidien, vous pourriez revenir sur peut-être des phases. Après, c'est peut-être différent pour chaque auteur, mais peut-être des choses... ça passe forcément par ces différentes phases. Vous dites que c'est une coproduction, un co-travail, donc il y a bien quand même des... En fait, moi, on est une maison d'édition ici qui a une culture du collectif. C'est-à-dire qu'il y a un éditeur qui accompagne
ses auteurs, enfin des auteurs, donc qui est son interlocuteur privilégié, mais on débat. Enfin, moi, sans débat éditorial, je ne sais pas travailler. En premier lieu avec les auteurs, c'est-à-dire je pose des questions, j'échange. Il y a un jeu de miroir aussi, évidemment. Il y a des choses qui me questionnent, donc je les dis. J'ai des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que l'auteur sent pas bien, donc du coup, il les exprime. Voilà, on parle beaucoup des textes, des personnages, évidemment, des mots, du rythme, de la langue, du lecteur, de la société. Donc, oui, en fait, c'est en permanence de la communication avec les auteurs, avec l'équipe. C'est quoi l'équipe? C'est qui? L'équipe, c'est l'équipe de l'Iconoclaste. Donc, c'est les gens qui participent à toute cette chaîne du livre. Parce que moi, vous imaginez bien que toute seule dans mon bureau, avec un texte sur Word, je ne vais pas faire grand-chose, en fait. Donc, c'est évidemment notre direction commerciale qui va accompagner le livre jusqu'à l'acheteur, jusqu'au lecteur. Et chez les libraires, donc c'est évidemment aussi communiquer avec les libraires qui sont les premiers ambassadeurs du livre, et puis différents types de libraires. Il y a des libraires dans différents types de librairies, évidemment. Donc ça, c'est des interlocuteurs vraiment majeurs. Et puis c'est aussi évidemment les journalistes avec nos services de presse ici. C'est la communication avec les internautes qui suivent notre travail. C'est depuis quelque temps, on travaille beaucoup avec les lycéens, autour de prix de lycéens qu'on a gagnés, mais on continue aussi à travers des fiches pédagogiques autour des livres qu'on publie pour les proposer aux enseignants. C'est depuis peu un engagement à Fleury-Mérogis en maison d'arrêt avec des prisonniers en atelier d'écriture. Ça, c'est aussi un certain type d'échange pour penser, pour avoir une relation à l'autre dans des situations différentes. Voilà. En fait, le métier d'éditeur, c'est avoir un certain nombre d'interlocuteurs différents tout au long de la chaîne du livre. Le premier, c'est l'auteur. Et l'objectif, c'est le lecteur. Voilà. Et donc, il y a toute une chaîne ici de personnes, des fabricantes qui fabriquent le livre ici pour nous, les personnes qui vont le défendre en presse dans les médias, les personnes qui vont le vendre ici au service commercial, les personnes qui vont communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Toute cette chaîne-là, en fait, c'est une chaîne avec qui moi, je vais itérer pendant toute la création du livre pour Donc prévoir. En amont. Ah ouais, en amont. Ouais. C'est des plans qui sont réfléchis très très tôt, comment le livre va pouvoir avoir une vie protéiforme, y compris avec des déclinaisons audiovisuelles, quand il y a une session de droit, y compris à l'étranger, quand il y a des sessions dans d'autres pays, chez d'autres éditeurs étrangers, quand il y a du théâtre, on essaie beaucoup d'aller faire vivre nos œuvres, les œuvres qu'on publie sur scène, etc. Donc en fait, nous, on réfléchit en soleil comme ça. Voilà. D'accord. Il y a le livre et autour, toutes les déclinaisons, tous les interlocuteurs. Donc en fait, quand on publie en pensant à tout ça, on ne publie pas de la même manière. On publie d'une manière, j'ose penser, plus précise et plus efficace. Ouais. Et vous aviez mentionné un peu plus tôt que vous travaillez en amont pour être à la hauteur et bien connaître l'œuvre d'un auteur. Est-ce que vous pourriez travailler avec un auteur justement dont vous n'êtes pas convaincu par l'œuvre Non. Vous avez déjà refusé des... Notre métier, c'est 99% de refus. Alors, pardon, formule autrement. Un auteur dont vous auriez pu apprécier des choses et vous avez eu à un moment donné sur un projet, il y a un désaccord, je ne sais pas si on peut appeler ça un désaccord littéraire, qui fait que ça ne marche plus. Quelqu'un avec qui je travaille déjà ? Par exemple, ou dont vous appréciez l'œuvre et en se mettant à travailler ensemble. Alors ça, c'est différent. On peut apprécier une œuvre et pas aimer un des livres de l'œuvre. Mais ça, c'est quand même plutôt rassurant, parce que ça n'existe pas qu'on aime tout. Enfin, moi, en tout cas, c'est... Ouais. Voilà. Donc, en ça, tant qu'éditeur, on refuse ce livre-là ? Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver si on sent qu'on ne sera pas la bonne personne pour le défendre ou pour en parler, parce que d'une certaine manière, évidemment, qu'il faut être convaincu. Sinon, on ne peut pas mettre en branle tout ce qu'on met en branle, nous, pour
pour parler d'un livre, pour le défendre, pour le porter, pour mettre tous les efforts qu'on y met. Donc ouais, ça peut arriver qu'on ne travaille pas sur un texte, qu'on considère qu'on n'en est pas l'éditeur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas bon. Ça veut dire que chez nous, ça ne marche pas dans notre ventre, quoi. Il y a pas de... Mais oui, évidemment, il y a un couple, hein, auteur-éditeur. Hein. S'il y en a un des deux, et puis ça peut être moi, tout d'un coup, qui ne suis plus la bonne personne pour l'auteur, évidemment, c'est dans les deux sens. On n'est pas mariés. C'est une création, c'est la liberté. Voilà, moi je dis très souvent aux auteurs que j'accompagne, peut-être qu'un jour je serai plus ton éditrice. Et alors, on aura fait des beaux livres. Ou un seul beau livre. Mais enfin, on s'appartient pas. Donc, j'ai aucun sentiment de propriété, moi. Je fais tout pour qu'ils soient pas déçus. Et je pense qu'eux font la même chose. Parce que c'est une relation de confiance et de boulot. Mais après, évidemment, s'il y a des choses qui me plaisent pas, j'ai droit quand même. Non, parce qu'on peut imaginer que quand on a un auteur, c'est un métier compétitif, comme beaucoup de métiers, où il y a beaucoup de concurrence entre Ça, je vous le confirme, moi. Entre les maisons, et de se dire que parfois on peut un peu sacrifier pour dire... Voilà, un auteur, on peut avoir des égos et se sentir blessé si on leur refuse une œuvre et se dire on va le perdre, donc on travaille quand même avec. Et ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, on est des gens hyper francs. Enfin, moi, j'ai une relation de franchise totale avec les gens avec qui je travaille. Après, ça peut surprendre, mais si je commence à leur mentir sur ce que j'éprouve ou sur mes capacités à défendre quelque chose, déjà, je vais mal le faire, donc ça va les desservir. Je vais passer à côté, je vais pas avoir les bonnes idées, je vais pas... si on commence à se forcer dans sa passion, c'est plus de la passion, donc on fait mal les choses. En revanche, que moi, je sois amenée à me dire « Oulala, dis donc, là, t'es un peu courte, va falloir que tu bosses parce que t'as pas bien pigé ce texte-là », oui, ça m'arrive très souvent. Donc, je retravaille. C'est-à-dire que bien souvent, une première, une deuxième, troisième lecture, parfois, n'est pas suffisante. Parce que ça veut dire que moi, j'ai pas les capteurs éveillés, ou parce que j'ai pas suffisamment de culture sur ce sujet-là pour bien le comprendre. Donc, pour la première chose, avant de refuser un projet, je vais poser plein de questions. Je vais tout faire pour voir si je peux mieux le cerner, ou si vraiment j'essaie de comprendre, de définir ce qui chez moi fonctionne pas. Je pense que la première personne à remettre en question, c'est moi quand même. Parce qu'un auteur, a priori, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Voilà. Qu'il sait ce qu'il fait, en tant qu'il sent ce qu'il fait. Parce que pour écrire un livre, quand même, a priori, on doit avoir quelque chose de très fort à exprimer. Donc après, c'est pas parce que c'est fort que c'est intéressant. Voilà. Mais et surtout que c'est intéressant pour des lecteurs, parce que parfois il y a des choses qui me plaisent, mais c'est pas pour autant qu'on va les publier, parce que c'est pas parce que ça me plaît à moi que ça va plaire aux autres, en fait. Voilà. Et ça peut être ça, c'est très fréquent, ouais. Une frustration. Ouais, non, parce que on doit pas sortir, on a je publie pas que pour moi, quand même. Ça serait que je suis pas la seule lectrice, donc je suis obligée de penser aussi, et il y avait évidemment une économie de notre travail. Il y a des choses qui... Si on sait que très très peu de chances que ça marche, parfois on le fait en se disant on va se défoncer, on va... Et quand même souvent la première intuition est la bonne, que c'est pas parce que ça nous plaît, mais bien souvent en fait on regrette pas ces choix-là. Et ça, comment on le dit à un auteur ? Encore une fois, la franchise, on va lui dire écoute, est-ce que tu as envie d'aller te planter et de vendre 30 livres ? Parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle, et ça sera en premier lieu pour toi pas drôle du tout, quoi. Donc moi, souvent, je leur propose de repartir en travail, ou alors je les renvoie vers d'autres éditeurs, des confrères ou des consoeurs, dont je pense que chez eux, il y aura quelque chose qu'il n'y a pas chez moi. Voilà. Parce qu'en fait, faut penser aux autres maisons. Je dis, attends, mais je suis peut-être pas la bonne personne, j'ai peut-être pas eu la bonne idée pour parler de ce livre, ou alors pour... voilà. Et ça arrive très très souvent que je sois pas la bonne personne. Comment vous pensez, ou c'est peut-être différent pour chaque auteur, qui perçoivent votre contribution, eux ? Alors ça, quand même, il faudrait plus leur demander à eux. Mais je crois que c'est très différent d'un livre à l'autre et d'un auteur à l'autre. Quand même, la plupart du temps, on se choisit. Voilà, donc, ils savent bien que s'ils viennent bosser avec moi, on a échangé avant... J'ai fait des retours de lectrices
parce qu'avant d'être éditrice, je suis une lectrice. Je leur ai parlé. Donc, s'ils ne me sentent pas, ils ne viennent pas. Donc, ce qu'ils doivent a priori repérer chez moi, c'est qu'il y a un fort accompagnement éditorial, qu'il y a beaucoup d'échanges, qu'il y a beaucoup de paroles échangées, que je pose des questions, parfois très naïves, parce que moi, j'ai un rapport naïf à la culture. Hein. Voilà, je continue de poser des questions très simples tout le temps, parce qu'ils savent que je suis quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, extrêmement dynamique, énergique, et que voilà, je suis pas quelqu'un d'effacé, quoi. Donc en fait, c'est des relations qui sont très vivantes. Donc c'est des gens qui doivent avoir envie de ça. S'ils veulent bosser avec des gens qui sont peut-être plus discrets ou plus intériorisés, ça va pas le faire. La plupart du temps, c'est des gens qui aiment l'échange, voilà, verbal. On a bien souvent, on partage certaines idéologies, certaines pensées politiques, on va dire. On partage une certaine vision de la littérature, enfin, c'est un grand mot, hein. On partage certaines choses, voilà, on aime souvent le même type de lettres, hein, voilà, de langue. Voilà, donc je pense que certains auteurs pourraient dire que oui, je suis présente, on pourrait même dire certainement aimante, parce que la plupart sont des amis, que je suis joyeuse, ouais, aussi, ouais, parce qu'on rigole beaucoup, et que je suis aussi présente physiquement, c'est-à-dire que je me déplace avec eux dès que je peux en librairie, on se voit en dehors, on dîne ensemble. Il y a aussi une relation quand même de proximité amicale la plupart du temps, ouais. Et est-ce que vous pensez, est-ce que le fond de ma question c'était est-ce que les auteurs en général partagent ou seraient prêts à admettre le partage de la paternité ou de la naissance d'une œuvre avec son éditeur? On voit par exemple dans d'autres industries comme le cinéma, le producteur est cité. Ou souvent, ou rarement, l'éditeur est cité. Déjà, il est nulle part dans le livre. On a le nom de la maison. Vous n'avez pas bien regardé. Nous, on a ce qu'on appelle un ours à la fin du livre. En fait, il y a une page avec toutes les personnes qui ont accompagné le livre. De la personne ici qui nous accompagne à prendre soin des locaux, Isadora, jusqu'à l'éditeur. Comme un générique de film. Ouais. Mais c'est pas fréquent. Voilà, c'est pas fréquent dans l'édition. Et l'éditeur, on se dit plutôt une maison qu'un éditeur. Et encore, voilà. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Pourquoi est-ce que les auteurs, voilà, aujourd'hui, partagent ce sentiment que c'est une œuvre collective, presque? Alors là, il ne faut pas se méprendre parce qu'il y a plein d'auteurs qui choisissent des noms de maisons et pas des éditeurs en particulier. Donc, il y a encore évidemment plein de gens qui fonctionnent comme ça et puis ça ne pose aucun problème. Puis, il y a aussi des auteurs qui choisissent de travailler avec une certaine personne. Voilà. Donc, j'ai perdu le fil, mais ce que vous vouliez savoir plus précisément, c'était... C'était justement, est-ce qu'il y a des auteurs qui sont en plus tendance à reconnaître que c'est une œuvre collective et d'autres qui sont très attachés au fait que ce soit avant tout leur œuvre personnelle? Mais c'est avant tout leur œuvre personnelle, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une équipe pour les aider à l'accomplir. Faut pas... c'est évidemment leur œuvre. D'accord. Évidemment leur œuvre. Nous, on a été là pour qu'elle puisse exister physiquement et être transmise. Mais nous, on n'est pas... Et puis de toute façon, si on ne l'avait pas fait nous, il y aurait certainement quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Nous, on est interchangeables. L'auteur n'est pas interchangeable. En revanche, non, la relation n'est pas interchangeable. Voilà. En revanche, les compétences d'un éditeur, il y a des gens qui font bien mieux leur boulot. Je veux dire, moi, je sais très bien qu'il y a certains de mes auteurs qui pourraient travailler même peut-être beaucoup mieux avec d'autres éditeurs que moi. C'est pas, voilà. Après, si je parle de la relation, c'est-à-dire que dans la relation, en tout cas moi, dans ma façon de travailler avec les auteurs, je pense qu'il y a quelque chose qui n'appartient qu'à nous deux. Ouais. Voilà. Donc en effet, c'est pour ça qu'on peut parler de couple à un moment, couple artistique, hein, ça s'arrête là. Mais voilà, et puis il fera je veux dire, cet auteur-là ou cette autrice-là fera un autre boulot avec un autre auteur un autre éditeur dans sa carrière, et tout ça, à la limite, pourra peut-être être très semblable. Donc on se rendra bien compte qu'au fond, voilà,
ça n'existe pas tant que ça, la présence de l'éditeur. Ou alors, on se dira, tiens, c'est un peu différent. Et ça dépend des sensibilités de chaque auteur, ça dépend des façons de travailler de chaque auteur, ça dépend des abus ou pas de présence de l'éditeur en question. Moi, plus j'avance dans ce métier, plus j'ai tendance à m'effacer, en fait. Au début, on veut s'affirmer, on veut affirmer sa voix, on veut donner une petite signature, on a besoin d'exister, quoi. Moi, plus ça va, plus je me dis, oulala, dis donc, souvent, moins t'en dis, mieux c'est. Et avec l'expérience, il y a certains éditeurs que vous arrivez à lire à travers l'œuvre d'un auteur. Vous savez que c'est derrière, vous reconnaissez la patte de cet éditeur. Ça peut aller jusque-là ? Ouais. Mais alors là, il faut avoir un petit peu de métier, ou connaître les gens. Mais oui, c'est surtout la tranche du livre. Hein. C'est surtout, la forme. Ouais, ça, oui, évidemment. La qualité de fabrication aussi. Hein. Il y a des maisons qui ont certaines façons de concevoir le livre, hein, qualitativement ou pas. Et puis, il y en a d'autres aussi, évidemment, dont on sait qu'il y aura très peu d'interventions sur les textes et où on sent qu'il y a peut-être des interventions qui auraient été souhaitables. On voit plutôt le mauvais boulot que le bon boulot en général. Okay. Ouais. Je crois que vous avez été nègre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? J'avoue. Oui, c'est comme je le disais en plaisantant hors micro, mais c'est une activité surprenante, c'est une activité étrange, parce que c'est un peu l'antichambre du métier d'éditeur finalement, parce qu'on travaille pour quelqu'un dans l'ombre, c'est un de l'intérêt de votre démarche. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler pour quelqu'un sans être désigné, sans être nommé, sans être vu, etc. C'est un peu des métiers de discrétion, il faut bien se l'avouer. Mais le métier de nègre, c'est passionnant parce qu'on apprend justement à s'effacer d'une certaine manière, parce qu'on existe évidemment par les mots, on existe par la technicité de l'écriture qui doit être quand même la plus précise possible, puisque souvent on retranscrit les paroles de quelqu'un. Donc c'est quasiment un métier un peu de journaliste aussi, de précision. Moi, je suis quelqu'un d'assez méthodique, donc j'ai besoin que la façon que j'ai d'exprimer les mots soit la plus fidèle possible. Alors il y a des choses très surprenantes, parfois il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, et puis tout d'un coup ma plume va partir sur cette personne, sur son histoire, et je vais mettre à écrire quelque chose en ayant le sentiment d'être convaincue que la personne me l'a raconté. Il se trouverait qu'elle ne me l'a pas raconté, mais qu'elle l'a vraiment vécu, en fait. Et ça, c'est arrivé quasiment à chaque livre. Ou alors, qu'en écriture, je me mette à vivre, moi, un truc qui est arrivé à cette personne que je suis en train d'écrire. Il y a des choses absolument improbables. Je pense que ça atteint des secrets de l'empathie ou du fonctionnement du cerveau humain, mais cette empathie-là, moi, c'est ce qui guide mon métier d'éditeur. C'est quelque chose que j'ai appris en étant nègre. C'est finalement, parfois j'ai un auteur cette semaine qui s'est marré parce qu'il m'a dit t'es devin. Non, je suis pas devin, c'est de l'empathie en fait. Et ça je maîtrise pas. Hein. C'est de la concentration, c'est de l'écoute. Certains pourraient dire de l'inspiration, mais pas du tout. Parfois c'est comme s'il y avait une petite voix dans l'oreille qui me disait c'est ça en fait. Et bien souvent ça guide mon travail éditorial. Et ça vient du métier de nègre. Je l'ai appris là. Et des scènes très troublantes où en fait il y a des croisements entre mon existence et celle des gens pour qui j'ai travaillé. Et des croisements géographiques, des croisements de personnes, des croisements de calendrier, des croisements... un jour j'étais totalement paumée pour écrire une scène et je regardais des micro-détails de mon bras. Parce que je savais plus quoi penser, je vais être en état quasi un peu d'auto-hypnose. Et mon esprit se perdait un peu comme ça, dans le flou. Et en pseudo-réfléchissant, j'observais mon avant-bras. Et il y avait 2 petits grains de beauté côte à côte, que j'ai depuis toujours. Et je me suis mise à écrire une scène où, en fait, cette personne sur qui et pour qui j'écrivais, qui se trouve avoir perdu un de ses bras lors d'un accident. Et je décris qu'elle avait ces deux grains de beauté sur son bras, que j'ai pas connu, puisque moi je l'ai connu après cet accident. Et ben en fait c'était vrai.
Et en fait, il y a des moments parfois où les deux vies se rencontrent, les deux vies se croisent. C'est pour ça que je vous dis que dans le métier d'éditeur, moi, ce qui me guide, c'est la communication de deux inconscients. C'est vraiment un travail d'analyse, en fait. Mais pas appuyé, hein, ça vient s'inviter, c'est discret, c'est doux. Donc ouais, ce qu'on apprend dans le métier de nègre, c'est la douceur, c'est l'écoute, c'est l'inspiration qui doit arriver, un peu comme un souffle, comme ça. Il y a quelque chose de pas forcément très, très rationnel, et pourtant, je vous le garantis, ça existe. Et vous avez écrit vous-même. Et aujourd'hui, où est la frontière quand vous travaillez sur le texte en amont avec l'auteur? Où est-ce que vous mettez vos barrières entre la réécriture qui serait presque votre écriture et guider l'auteur dans sa réécriture? Moi, j'ai pas de... Enfin, je peux pas mener les deux activités en parallèle. J'y arrive pas. Il y a des gens qui le font très bien, des éditeurs excellents et qui sont d'excellents auteurs. J'ai des collègues qui sont capables de ça. Moi, je suis absolument incapable parce que ça demande beaucoup trop d'énergie, en fait, l'un et l'autre. Donc sinon, je me brûle. Puis moi, j'ai besoin de temps où je vais me ressourcer pour pouvoir mener mon travail d'éditrice et mon travail d'autrice. Donc j'ai laissé ce travail d'autrice. Ça a été mon entrée dans l'édition. Je pense que j'y reviendrai pas. Jamais. Je pense pas. Pourquoi? Ça m'intéresse moins déjà. Ouais, je trouve ça vachement moins intéressant, moi, à ce moment de ma vie. Peut-être qu'à un autre moment de ma vie, ça sera le moment. Mais il y a plein de temps dans la vie. C'est des temps d'apprentissage, en fait. Et là, dans l'apprentissage qui est le mien en ce moment, mon évolution, j'ai besoin d'apprendre à perfectionner mes compétences d'éditrice. Donc là, je suis en apprentissage, moi. Et j'ai pas fini ma formation. Je pense que ça va me prendre au moins encore 20 ans. Mais peut-être que à un moment, ça va me prendre, je sais pas, peut-être que dans quelques années, là, je préfère que mon temps libre soit consacré à autre chose, c'est-à-dire à me cultiver, à être avec les miens, à rien faire, c'est quand même vachement important, à lire, enfin voilà, parce que j'ai besoin de ça, sinon je suis pas bonne éditrice, si je suis pas entourée des miens, si je suis pas un peu heureuse, c'est difficile d'avoir quand même une belle vie pour tout le monde. Donc en fait, si on n'est pas nourri, on n'est pas un interlocuteur heureux, équilibré pour ses auteurs. Et puis on fait des livres qui sont des livres finalement qui deviennent un peu des livres waouh, ou consolateurs, ou on va aller sur des sujets qui sont pas forcément les sujets vers lesquels on irait si on allait très bien, quoi. Alors moi, je suis loin d'aller bien, comme tout le monde, mais en revanche, sinon d'abord, je pense que je ne ferais pas ce métier, parce que c'est un métier d'exploration, c'est un métier d'analyse. Évidemment que c'est une analyse, le métier, enfin moi en tout cas, le métier tel que je le vis, c'est une analyse. Donc j'analyse les choses, je m'analyse moi, j'analyse l'échange, c'est à travers les mots qu'on se construit. Donc moi, sans mots, sans sens, je peux mourir en 2 jours. Donc, je suis obligée de mettre du sens tout le temps. Et comment mettre du sens mieux que par les mots? Donc, en fait, le travail d'autrice, c'est un autre travail sur les mots. C'est pas le même travail que l'éditeur. Moi, en ce moment, j'ai besoin des mots des autres. Et j'ai besoin de les comprendre. Voilà. Peut-être que plus tard dans ma vie, je considérais que je pourrais en proposer des mots. Là, je ne suis pas à ce moment-là. Et puis surtout, quand on a le nez dans le boulot de l'édition, on se rend compte que des livres, il y en a assez. Pas à peine d'en faire en plus qui sont être moyens. Voilà. Je préfère laisser la place aux gens qui font des bons bouquins, ce qui n'est pas mon cas. Je suis loin de faire des textes publiables. Je l'ai déjà fait, mais ça n'a pas non plus été des... Ça va être des textes marquants, je pense qu'il y a eu des bons textes, mais c'était surtout le propos des gens que j'ai accompagnés qui était marquant. C'était pas mes prouesses d'écriture ni mon don venu du ciel. L'écriture, c'est un boulot comme l'édition. C'est un boulot qui demande énormément de temps, énormément de concentration, pour moi de silence absolu et de solitude. Vous imaginez bien qu'avec les journées que j'ai, je vais pas faire ça entre deux, quoi. À la pause déj, et puis le soir, je suis avec mes enfants. Donc, pour l'instant, l'œuvre, elle est ma famille avec mes 2 fils, quoi. Voilà. Merci.
Un immense merci à Julia Pavlovitch de nous avoir reçus à l'Iconoclaste et d'avoir pris le temps de partager avec nous son parcours et sa vision du métier d'éditrice. Second Couteau est un podcast produit et présenté par Marie Geneste et Mathieu Lecomte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre application de podcast. Merci et à bientôt.